Très bien, donc mon exposé va être essentiellement un commentaire de deux papiers d'Herbron. Donc le premier, c'est une note au compte-rendu, non-contradiction des axiomes d'arithmétique. Et le deuxième papier, donc c'est le dernier papier écrit par Herbron sur la non-contradiction de l'arithmétique. Et donc ce que je vais essayer d'expliquer plus en détail, c'est le point de vue d'Herbron et par exemple ce refus de la théorie des modèles. Comment expliquer ce refus. Donc je vais commencer par présenter le programme de Hilbert. Et, pour ça, je vais utiliser donc un exemple qui était pris par von Neumann quand il a voulu présenter ce programme de Hilbert en 1930. Donc von Neumann commence par parler du problème de la signification des énoncés mathématiques. Donc en général, si on a une preuve en mathématiques de l'existence d'un nombre réel qui satisfait une propriété E de x, donc on a une preuve de x, l'existence de x, il peut arriver que l'on n'a aucun moyen, à partir de cette preuve, de construire un tel x qui vérifie E de x. Donc je vais donner un exemple plus tard de cette situation. Donc ce fait donc, illustre le caractère non effectif des mathématiques et aussi le problème qu'il y a à donner un sens aux énoncés mathématiques. Si la preuve ne montre pas l'existence d'un tel x, donc qu'est-ce que cette preuve, quelle est la signification, quel est le sens de cette preuve? Et ceci est à comparer avec le phénomène suivant. Donc s'il y a une erreur dans un raisonnement mathématique, on peut toujours la mettre en évidence. Donc il y a une grande différence entre le contenu d'un énoncé mathématique, qui peut être non effectif, et la syntaxe, la manière, donc la syntaxe dans laquelle on écrit un raisonnement. La vérification d'un raisonnement doit être effective. Très bien. Donc il y a un grand contraste entre la sémantique, qui n'est pas bien définie, ou qui n'est pas si claire, et la syntaxe qui doit être extrêmement précise, puisqu'on veut pouvoir trouver une erreur dans une preuve. Donc je vais donner l'exemple. Donc il y a une variation de l'exemple que von Neumann donnait. Donc c'est le théorème suivant, donc d'analyse vraiment élémentaire. Donc si on a une fonction continue entre 0, 1, qui prend la valeur moins 1 en 0 et la valeur 1 en 1, donc il existe un x qui est le premier 0 de f. Donc f a un 0, et aussi il a un premier 0, donc il existe x, tel que f de x égale 0, et f de x est strictement négatif entre f de y est strictement négatif pour y plus petit que x. Donc la preuve de cet énoncé est très simple. Donc, il suffit pour montrer l'existence d'un tel x de prendre la bande supérieure de cet ensemble. D'accord ? F est continu. Cette bande supérieure sera le premier 0 de f. Très bien. Mais donc, il est possible de donner une fonction très simple, qui est linéaire par morceau, qui est calculable. Donc, si on veut la dessiner, cette forme, alors, cette forme-là. Donc, elle prend la valeur en 0, elle prend la valeur moins 1. Très bien. En 1, elle prend la valeur 1. Et elle est linéaire par morceau. Et ici, elle est très proche donc de 0 entre 1 tiers et 2 tiers. Donc, elle vaut moins epsilon en 1 tiers et plus epsilon en 2 tiers. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si epsilon est 0 ou pas. Donc, donc von Neumann, un exemple qui est de la forme. Donc, on prend epsilon et la somme de la série, donc epsilon n sur 2 puissance n. Et epsilon k égale 0 si 2k est une somme de deux nombres premiers. Epsilon k égale 1 si 2k est, si on a un contre-exemple, donc à la conjecture de Goldbach. Donc epsilon égale 0 si et seulement si la conjecture de Goldbach est vraie. Très bien.
Donc x, donc le premier 0, on sait qu'il est très proche de, il est soit très proche d'un, soit il est égal à 1/3, soit il est égal à 1,5. Mais si on n'a pas résolu la conjecture de Holbach, on ne sait pas donc si le premier 0 est 1/3 ou 1,5. Et si on regarde la preuve donc, de cet énoncé, qui est la bande supérieure de cet ensemble, on voit que de cette preuve-là, il n'y a aucun moyen d'extraire une preuve de la conjecture de Dolbear. Donc, il y a un problème. Donc, le problème donc, soulevé par von Neumann, c'est que cette preuve d'existence, il n'y a aucun moyen, même en théorie, d'extraire de cette preuve un calcul du premier 0. Donc, un calcul à 1/12e près. Donc, c'est le problème donc, des sens des énoncés mathématiques. Et donc, on peut prendre aussi d'autres exemples. Donc, un exemple fameux, c'est qui a motivé, en fait, qui a la motivation le programme de Hilbert, en quelque sorte, c'est le théorème de la base finie de Hilbert. Donc, quand Hilbert commence cette preuve, donc pour motiver cette preuve, il prend le cas de base, et le cas de base est réduit au théorème très élémentaire suivant, qui est que si on a une suite d'entiers n1, n2 qui est donnée, on peut toujours trouver parmi ces entiers un entier qui est le minimum. Donc il existe k, tel que nk soit le minimum de cette suite. Donc tout ensemble non vide d'entiers a un élément minimum. Bien, mais peut-on calculer tel indice k à partir de la suite? Donc, en fait, il est clair qu'on ne peut pas, il n'y a aucun moyen, donc ce soit très facilement un argument de continuité, il n'y a aucun moyen de calculer un tel minimum à partir de la suite. Donc déjà, dans le cas de base du théorème de Hilbert, donc c'est un énoncé d'existence qui est non effectif. Et donc, et ça a été vraiment une grande question de Hilbert, donc dès le départ, et qu'est-ce qui se passe dans cet exemple? D'autres exemples, donc en théorie des nombres, donc Dirichlet a une preuve, donc théorème d'infinité des nombres premiers de la forme n plus b si a et b sont premiers entre eux. Donc Dirichlet a une preuve de ce théorème qui utilise de l'analyse. Donc une question naturelle, c'est est-ce qu'on peut extraire de cette preuve un tel nombre premier? Donc la réponse n'est pas du tout claire, étant donné les deux exemples que je viens de donner. Donc, on a vu dans certains cas, c'était impossible de faire une telle extraction. Dans ce cas-là, c'est possible. Et donc, il est connu que Kronecker, donc quand il donnait en ce cours la preuve de Dirichlet, il mettait un point d'honneur à montrer qu'une telle extraction était possible. Un autre exemple donc, qui a été pertinent pour Herbrand, c'est le cas particulier donc, du 17e problème de Hilbert, donc, qui a été montré par Artin. Donc, si on prend un polynôme rationnel, qui ne prend que des valeurs positives, non négatives, donc en général, il ne peut pas s'écrire comme une somme de carrés de polynômes, mais il peut toujours s'écrire comme une somme de carrés de fractions rationnelles. Donc, c'est un énoncé, donc aussi un énoncé d'existence. Et Artin et Schreier présentaient une solution remarquable de ce théorème d'existence, donc une preuve remarquable de ce théorème d'existence, en utilisant des outils transfinis, donc l'existence d'un bon ordre sur un ensemble quelconque, qui était utilisé dans la preuve. Donc il y a une question naturelle aussi, c'est si on donne le polynôme, on se donne le polynôme P, est-ce qu'on peut trouver ces fractions rationnelles? Donc, je prends un exemple plus récent, aussi qui est de tel théorème d'existence. Donc c'est le théorème de Quillen-Suslin, donc que je formule comme ça. C'est si on a une matrice idempotente de polynômes, donc cette matrice est semblable à une matrice de projection canonique. Donc, une matrice qui a des projections avec seulement des 1 et des 0. La preuve de Suslin utilise l'existence d'un idéal maximal. Donc aussi un argument transfini. Donc question, est-ce qu'on peut extraire à partir de cette preuve un moyen de calculer donc P tel que P, M, P-1 soit une matrice de projection canonique. Donc toutes ces questions font partie donc,
problème général de la signification des énoncés mathématiques et la signification des preuves en mathématiques. Donc, ceci suggère donc, les questions générales suivantes. Donc, en général, donc, on a vu qu'on ne peut pas extraire de manière effective un témoin à partir d'une preuve d'existence en mathématiques, mais dans certains cas, on peut. Donc, est-ce qu'il y a des théorèmes généraux qui disent si j'ai un théorème qui a cette forme-là, alors je vais pouvoir extraire un témoin. Donc là, on va voir que donc les travaux d'Herbrand ont eu une importance pour cette question. Une autre question, c'est donc si une preuve d'existence, en fait, ne construit pas l'objet, donc quelle est la signification d'une preuve d'existence? Donc si je montre en mathématiques un énoncé existentiel, qu'est-ce que cette preuve veut dire concrètement? Et cette question a été donc aussi analysée par Herbrand et donc au moins pour les énoncés d'arithmétique a été résolue par Genson, donc, qui a donné un sens concret aux preuves d'existence d'énoncés, même dans le cas où l'existence est apparemment non effective. Donc la signification d'une telle preuve est quelque chose de plus subtil que la seule existence d'un élément X. Très bien. Donc pour comprendre le programme de Hilbert, donc, il faut parler aussi des critiques de Brouwer, mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Hilbert se posait ce genre de questions bien avant Brouwer. Donc Hilbert s'est posé ce genre de questions dès 1880, les années 1880. On peut le lire donc, dans des notes qu'il a écrites. Mais ce genre de questions a été vraiment ont été ravivées par les critiques de Brouwer. Donc Brouwer prend très au sérieux ces problèmes de signification des énoncés mathématiques et il voit le problème, donc il a vraiment génie de voir que le problème de signification repose sur l'utilisation du principe du tiers exclu. Donc l'énoncé qui A ou non A, qui ne sont pas posés de problème, mais en fait c'est là la source de la non-effectivité, la source des problèmes de signification des énoncés mathématiques. Donc Brouwer veut rejeter ce principe du tiers exclu sur les ensembles infinis, et en particulier, surtout, donc rejeter cette implication qui est vraie en mathématiques. Donc on peut déduire l'existence d'un élément en montrant qu'il n'y a pas de contre-exemple. Donc Brouwer entreprend la reconstruction des mathématiques en rejetant le tiers exclu. Et donc on peut lire cet extrait d'un texte de Hilbert qui a été écrit en 1926 et qui a été traduit par André Weil en français, donc tout de suite. Donc la traduction que j'ai utilisée, c'est la traduction de Jean Largeau, la traduction d'André Weil. Donc c'est un passage qui montre que Hilbert prenait très au sérieux donc, les critiques de Brouwer et acceptait la critique de manque de sens des énoncés mathématiques en général. Mais le problème qu'il voit, c'est que donc, même si on doit rejeter donc, le tiers exclu et ses preuves d'existence non constructives, donc, Hilbert accepte cette critique. Le problème, c'est que si on fait ça, la logique devient très compliquée. Donc, dès qu'on regarde les énoncés quantificateurs, mais de manière qui utilisent des quantifications universelles et existentielles, la logique devient très complexe et il faudrait la définir. Et donc, d'après lui, c'est trop compliqué de suivre ce principe-là. Le prix est trop grand et personne, donc d'après lui, cette critique est inacceptable. Mais que faut-il faire? Donc, que faut-il faire pour répondre donc, à cette critique de signification? Et donc, c'est là qu'il met au point son programme. Donc, qui rappelle donc, ce que j'ai dit au début sur von Neumann. Donc, la grande différence entre le syntaxe et la sémantique en mathématiques. Donc, l'idée de Hilbert, ça va être de remplacer la sémantique par la syntaxe.
Donc en partant du fait que le calcul logique, lui, est bien défini. Donc on voit quand il y a une erreur dans un raisonnement. Mais il n'a pas contenu clair. Très bien. Donc on va accepter cette critique. On va considérer le calcul logique de manière purement formelle, comme un jeu formel, sans contenu. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de prouver la cohérence de ce calcul formel, mais, donc c'est l'idée de Hilbert pour répondre à Brouwer, on va prouver cette cohérence en n'utilisant que des raisonnements intuitionnistes. Donc ils sont valables, qui n'utilisent pas des énoncés dont la signification n'est pas claire. Et donc, c'est vraiment combattre l'intuitionnisme avec ses propres armes. Donc si on arrive à faire ça, si on arrive à montrer la cohérence des mathématiques de ce calcul formel, on pourra l'appliquer aux énoncés universels. Donc si on a une preuve de cohérence, et si on montre, en utilisant ce calcul formel, un énoncé purement universel, alors la preuve sera aussi valable de manière intuitionniste. Pourquoi ? Parce qu'il serait impossible d'avoir un contre-exemple à un tel énoncé, purement universel, puisque si on a un tel contre-exemple, on aura une preuve d'incohérence. Et on suppose qu'on a une preuve de cohérence. Donc un contre-exemple entraîne une contradiction, ce qui n'est pas possible. Donc c'est ça le programme de Hilbert. Donc c'est d'avoir une preuve de cohérence, calcul formel, donc dans ce cas-là, ça va être le calcul des prédicats, en n'utilisant que des raisonnements intuitionnistes. Et c'est ça que le but de Herbrand. Donc, ce programme suggère d'autres questions. Donc, qu'est-ce que l'intuitionnisme vraiment? Parce que donc on va voir, Herbrand avait une notion d'intuitionnisme, mais on peut analyser plus en détail qu'est-ce que vraiment l'intuitionnisme, et est-ce qu'on peut formaliser le raisonnement intuitionniste. Que signifie donc pouvoir trouver effectivement un témoin dans un énoncé existentiel? Donc le travail de Herbrand va avoir une influence fondamentale sur cette question, et aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Donc il y a une très bonne présentation de ce programme dans deux écrits d'Hermann Weyl, donc, un écrit de 1929, donc, où il présente très très bien ce problème. Donc s'il montre que les mathématiciens étaient vraiment, comprenaient ce qui se passait, étaient vraiment très intéressés par l'issue de cette question. Donc Hermann Weyl présente le problème de la manière suivante. Donc c'est un contraste entre le calcul propositionnel, donc qui est décidable, donc au moins en théorie, par la méthode des tables de vérité, pour lequel on a à la fois une sémantique et une syntaxe. Et le calcul des prédicats, où on rajoute les quantifications universelles, quantifications existentielles, où là on a seulement une syntaxe, on a des règles de déduction précises, mais il y a un grand problème de sémantique. Donc, Weyl présente la situation de la manière suivante, et cette présentation est vraiment très proche de la manière dont Herbrand utilise les deux théories. D'un côté, on a le calcul des prédicats, qui est infinitaire, et dedans, on a une partie qui sont les énoncés sans quantificateur, qui correspondent aux énoncés finitistes, donc, pour lesquels les lois du calcul propositionnel s'appliquent. Très bien. Et donc, maintenant, Herbrand va essayer donc, de montrer la cohérence d'une théorie d'arithmétique. Et pour comprendre ce que Herbrand a fait, je pense qu'il est approprié de revenir donc, à un essai, premier essai de Hilbert, donc en 1904, où il a essayé de montrer la cohérence d'une théorie en partant de cette idée-là qu'on va montrer la cohérence de cette théorie en n'utilisant que des outils finitistes. Donc c'est la théorie de l'arithmétique. Donc il y a deux axiomes très très simples. Donc c'est qu'un successeur n'est pas zéro. Et l'autre axiome, c'est que la fonction successeur est injective. Très bien. Donc cette théorie est très très simple, mais elle a la propriété suivante, c'est qu'elle n'a pas de modèle fini, puisqu'on a
on a une fonction injective qui n'est pas surjective. Donc on ne peut pas avoir de modèle fini. Donc le problème de sens s'applique pour cette théorie-là. Donc si naïvement, les axiomes du calcul des prédicats plus ces axiomes sont vérifiés pour les entiers, mais il y a un problème. A priori, comme le problème, c'est qu'on ne peut pas calculer en général. Donc n, c'est un ensemble infini. Et sur un ensemble infini, on ne peut pas calculer la valeur de vérité dans un énoncé universel ou un énoncé existentiel. Donc il y a un problème de cohérence. Et pour cette théorie, est-ce qu'on peut résoudre ce problème de cohérence de manière purement formelle? Donc si on explicite complètement la théorie, donc il faut rajouter tous les axiomes d'égalité. Donc c'est cette théorie-là que Herbrand va utiliser dans ses papiers et qu'il forme le groupe A des axiomes de l'arithmétique. Donc le groupe A, c'est ces deux axiomes-là, plus tous les axiomes d'égalité. Donc, et c'est pour ce groupe A que Hilbert va essayer de montrer la cohérence et pour lequel donc la preuve de Ackermann et von Neumann donnera une preuve de cohérence pour cette théorie-là. Donc, quelle est l'idée d'Hilbert? C'est que donc on va regarder cette théorie comme un calcul formel, sans signification. Quels sont les termes qu'on peut construire à partir de cette théorie? Donc les termes, c'est très simple, c'est des objets concrets. Donc ils vont être 0, successeur de 0, successeur de 0, etc. D'accord? Et on va regarder les axiomes qui sont ici comme des règles d'inférence à partir de l'axiome que x est égal à x, donc toutes les instances de cet axiome-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on essaie de voir ça comme des règles d'inférence et comme un jeu formel? On voit qu'à partir de l'axiome x égale x, on pourrait déduire que des énoncés vrais, donc de la forme A égale A, c'est les axiomes de départ. Et ensuite, si on utilise les règles d'inférence d'égalité et la règle d'inférence que le successeur est injectif, si on part d'égalité vraie, on ne produit que des égalités vraies. Donc si on voit ce calcul-là comme un calcul de règle d'inférence, on voit directement que l'on ne pourra déduire que des équations vraies. Donc on n'arrivera jamais à déduire que successeur de 0 égale 0. Et donc on n'arrivera jamais à contredire l'autre axiome successeur de x différent de 0. Donc on n'arrivera jamais à une contradiction. Donc on a une preuve très simple, purement syntaxique, de cohérence d'une théorie. Donc c'est une preuve. Ce qui est remarquable, c'est que cette théorie n'a pas de modèle fini. Donc il serait impossible de montrer la cohérence de cette théorie en utilisant un modèle, puisque on ne peut pas utiliser un modèle infini, comme je l'ai expliqué. Donc Hilbert était très optimiste sur cette manière, cette approche de montrer la cohérence d'une théorie mathématique. Et pour lui, donc, il identifie existence et cohérence. Donc il réduit l'existence d'un objet mathématique à une cohérence formelle. Et donc il est très optimiste. Et il dit que dans ce discours qu'il a donné donc, à Heidelberg en 1904, il pense que le même genre de raisonnement doit être possible pour la théorie des nombres réels. Donc il doit être possible de même de montrer la cohérence de la théorie des nombres réels. Et aussi, le même doit pouvoir s'appliquer à la théorie des ensembles. Donc en regardant la théorie des ensembles de manière purement formelle, on doit avoir le même genre de raisonnement combinatoire et montrer que cette théorie ne peut aboutir à une contradiction. Donc à ce point-là, il est très intéressant de voir quel est le problème dans l'argument d'Hilbert. Donc le problème est le suivant, donc il va être très important pour Herbrand. Le problème en fait, c'est que c'est dans la vision de cette théorie comme purement règle d'inférence. Donc le raisonnement d'Hilbert ne s'applique que pour des raisonnements très simples où on utilise directement les règles d'inférence. Mais en général, donc c'est le problème qu'on a vu au premier exposé, le problème avec le modus ponens, c'est qu'on peut avoir des raisonnements indirects qui peuvent passer par des lemmes
qui utilise des énoncés quantifiés très compliqués. Donc en fait, le raisonnement d'Hilbert est un peu incomplet, parce qu'il n'a pas considéré tous les raisonnements possibles qu'on pouvait faire dans cette théorie-là. Donc le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on utilise ces axiomes, mais on passe, par intermédiaire, on passe par des énoncés compliqués. Donc le problème, donc, c'est que j'ai utilisé, je vais montrer, donc un énoncé très simple, mais je vais passer par un énoncé très complexe A. A est un énoncé quantifié très complexe. Je montre de manière compliquée que A implique A implique A2. J'en déduirai que A implique A2, ce qui est une... si A1 et A2 sont des énoncés simples, mais en passant par un énoncé complexe A. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc ça, Hilbert ne dit rien du tout là-dessus. Donc c'est ce problème-là qui va être analysé par Ackermann d'abord. Donc Ackermann pensait qu'il avait une preuve de cohérence pour l'analyse, mais von Neumann donc, montrera qu'il y a des problèmes dans cette preuve, et il extrait une partie correcte de cette preuve, et la partie correcte donc s'applique exactement pour cette théorie-là, étendue avec les axiomes de calcul des prédicats. Et c'est une preuve, donc comme il a été dit au premier exposé, c'est une preuve très complexe, mais qui est encore très intéressante maintenant, qui contient des idées très intéressantes, et qui est en fait à l'origine de la première preuve correcte du théorème d'Herbrand. Donc Herbrand va donner deux preuves de cohérence de cette théorie, qui sont toutes les deux fondamentales donc pour le calcul formel et l'informatique théorique. Donc la première preuve de cohérence s'applique exactement à cette théorie-là, donc exactement comme pour la preuve de von Neumann, mais beaucoup plus simple que la preuve de von Neumann. Donc Herbrand donc, non seulement montre la cohérence pour cette théorie, mais il montre la cohérence de cette théorie étendue avec donc ce que Herbrand appelait le groupe B. Groupe B qui était l'axiome d'induction. Donc j'ai le calcul des prédicats, ces axiomes-là, les règles pour l'égalité, et j'ai l'axiome d'induction. Et je veux montrer la cohérence de cette théorie purement de manière finitiste. Donc l'argument est, comme je l'ai dit, donc, beaucoup plus simple que la preuve d'Ackermann et de von Neumann, encore plus simple donc, que celui qui résulte du théorème fondamental, mais c'est pour une théorie très, très limitée. Et il fournit donc, non seulement une preuve de cohérence, mais aussi une procédure de décision pour cette théorie. Donc la remarque, c'est que pour cette théorie très simple, en fait, les énoncés quantifiés qui, a priori, donc en général, on ne peut pas calculer la valeur de vérité. Dans certains cas, quand la théorie est très simple, on peut le faire. Et pour cette théorie-là, on va pouvoir le faire. Donc on va pouvoir calculer la valeur de vérité des énoncés quantifiés. Et cette méthode, donc c'est une méthode qui est fondamentale donc, en logique, c'est la méthode d'élimination des quantificateurs, qui est la première preuve de cohérence d'Herbrand. Donc Herbrand montre qu'on peut éliminer les quantificateurs. Donc on peut trouver de manière effective, pour chaque formule qui utilise des quantificateurs, une formule sans quantificateur qui est équivalente. Et la preuve d'Herbrand en donne est très très claire, très complète. Et Herbrand donc, insiste sur l'analogie avec le procédure d'élimination des inconnus en algèbre. Donc c'est la première preuve de cohérence. Et donc Herbrand tout de suite voit le potentiel de cette méthode. Et en fait, donc c'est 1929. Donc c'est dans sa thèse, c'est un commentaire où il discute cette méthode. Donc il montre, d'abord, il remarque que cette méthode, chaque fois qu'elle marche, va non seulement montrer la cohérence, mais en plus va donner une procédure de décision.
Et donc il a l'intuition que la méthode doit s'appliquer à la théorie des corps réels clos, donc qui était la théorie qui était formulée de manière assez récente par Artin et Schreier. Donc c'est le résultat de Tarski donc, que Herbrand avait vu de manière indépendante, d'élimination des quantificateurs sur la théorie des corps réels clos. Donc là j'ai donné une référence plus récente, donc parce que donc il y a aussi une remarque intéressante que Herbrand fait là-dessus, donc c'est qu'il dit donc cette méthode d'élimination des quantificateurs marche pour montrer cette non-contradiction, mais il ajoute que donc la méthode du chapitre suivant, donc là, en utilisant son théorème fondamental, on doit avoir une preuve plus simple de non-contradiction de la théorie des corps réels clos. Donc la référence que j'ai donnée, donc qui est un papier de Michel Coste, Henri Lombardi et Marie-Françoise Roy, est intéressant parce qu'on peut voir dans ce papier en fait une preuve de cohérence et une preuve d'élimination des quantificateurs pour cette théorie. Et on peut voir donc comparer les deux méthodes exactement comme Herbrand le disait et voir qu'effectivement la preuve de cohérence en utilisant quelque chose comme le théorème fondamental de Herbrand est plus simple que la preuve de cohérence qui utilise l'élimination des quantificateurs. Donc le problème avec cette méthode, c'est qu'elle marche, quand elle marche, elle va donner aussi une procédure de décision. Et en fait, c'est assez simple de se convaincre qu'il va y avoir des problèmes pour une procédure de décision si on rajoute donc, le groupe C, qui est définition d'autres fonctions que la fonction successeur. Donc en fait, dès qu'on rajoute l'addition, et la multiplication, il est assez simple de voir que dans cette théorie, on peut formuler des énoncés assez complexes, comme et puis en plus, on peut rajouter aussi autres symboles de fonction. Donc ça, je dirai plus de choses là-dessus un peu plus tard. Donc déjà, dans la théorie avec addition-multiplication, on peut former des énoncés pour lesquels donc c'est pas clair si on peut les décider de manière effective ou pas. Donc d'une manière, une remarque intéressante, c'est que si on rajoute juste l'addition, donc c'est ce qui est connu comme l'arithmétique de Pressburger, là on a une procédure de décision et là la méthode d'élimination des quantificateurs marche et Pressburger obtient ce résultat à peu près au même moment que Herbrand, de manière indépendante. Donc, mais dès qu'on rajoute à la fois l'addition et la multiplication, il est très peu vraisemblable qu'on a un procédé de décision pour cette théorie, et donc on doit avoir une autre méthode pour montrer la cohérence. Donc c'est la deuxième preuve de cohérence que donne Herbrand, et c'est donc une preuve qui est extrêmement flexible, car elle va marcher donc sans avoir à décider les énoncés. Donc on peut rajouter donc la multiplication, l'addition, mais on peut aussi rajouter plus de fonctions, donc en particulier donc toutes les fonctions primitives récursives, mais aussi, donc ça c'est un exemple que donne Herbrand, on peut rajouter si on veut la fonction d'Ackermann. Donc la méthode va marcher chaque fois qu'on va rajouter des axiomes qui spécifient, mais de manière intuitionniste, ces fonctions. Donc les fonctions qu'on rajoute, on doit être capable de calculer à partir des axiomes les valeurs de ces fonctions. Donc dans cette théorie-là, où on a groupe A et groupe C, tous les termes clos vont être égaux à des termes de cette forme-là. Bien qu'on rajoute des symboles de fonctions, on peut éliminer ces fonctions en utilisant ces règles de calcul, comme pour l'addition et la multiplication. Et aussi, donc on est dans la situation qui était
énoncé par Hermann Weyl. Donc dans cette théorie-là, avec simplement le groupe A et le groupe C, on a que les énoncés sans quantificateur sont décidables. Donc on a vraiment la situation que on a la théorie générale avec en calcul des prédicats, et en général on ne peut pas calculer la valeur de vérité des énoncés, mais si on se restreint aux énoncés sans quantificateur, on va pouvoir calculer donc la valeur des termes clos et la valeur des énoncés sans quantificateur. Donc aussi, Herbrand ne donne pas juste des fonctions, des spécifications de fonctions comme les fonctions primitives récursives. Il utilise aussi le fait qu'on peut rajouter des spécifications de cette formule-là. Si phi est une formule sans quantificateur, donc on va pouvoir rajouter un symbole de fonction f qui correspond à l'énoncé phi, donc qui est f de x va être 0 si et seulement si phi de x est vrai. Très bien. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que dans cette théorie-là, où on peut rajouter donc, les symboles de fonctions qui sont calculables intuitionistiquement, on peut rajouter des symboles de fonctions comme ça. Donc, ce que Herbrand appelle groupe A, groupe C. Le groupe B, qui est l'axiome d'induction, est dérivable. Donc, c'est absolument... ça, c'est une remarque qui avait été déjà faite, en fait, dans le groupe de Hilbert. Donc, il est dérivable, mais seulement si on utilise l'énoncé d'induction sans quantificateur. Donc, la règle d'induction générale, c'est celle-là. Donc, si je peux montrer pour tout x, phi de x, à partir de ces deux règles-là, si phi est sans quantificateur, alors je peux dériver cet axiome à partir donc groupe A et groupe C. Et alors si on regarde le groupe A et le groupe C, les axiomes du groupe A et groupe C, ils sont remarquables car ils ne sont que des énoncés purement universels. Donc on arrive au problème de montrer la cohérence d'une théorie qui n'a que des axiomes purement universels, de la forme pour tout x, phi de x. Donc, on arrive à cette situation-là, puisque donc Herbrand se restreint à montrer la cohérence de la théorie pour un énoncé d'induction sans quantificateur, pour l'induction sans quantificateur. Donc là, c'est là que Herbrand utilise le théorème fondamental, et je vais prendre la manière dont il est formulé maintenant, donc par exemple dans le livre de Schoenfeld. Donc, quand on veut utiliser le théorème fondamental pour montrer des preuves de cohérence, une manière qui est très commode de l'énoncer est la suivante. Donc si on a une théorie purement universelle, c'est-à-dire où tous les axiomes sont de la forme pour tout x, phi de x, où phi est sans quantificateur, cette théorie est cohérente en calcul des prédicats, si et seulement si donc la théorie propositionnelle qui est formée par toutes les substitutions clauses phi de t est cohérente. Donc c'est un énoncé assez simple, l'énoncé, et qui réduit le calcul des prédicats au calcul propositionnel. Et cette réduction donc, du calcul des prédicats au calcul propositionnel a joué un rôle essentiel au début de la démonstration automatique. Donc, bien sûr, puisque pour le calcul des propositionnels, on a une procédure de décision, et donc toute manière de réduire le calcul des prédicats au calcul propositionnel est bienvenue pour ce problème. Donc, maintenant, si on applique ce théorème fondamental donc, à la théorie considérée par Herbrand, on voit que ce théorème est précisément ce qui manquait à l'esquisse de la preuve d'Hilbert pour être conclusive. Donc j'avais dit que le problème dans la preuve d'Hilbert, c'est qu'on pouvait passer par des énoncés quantifiés très compliqués. Donc le théorème de Herbrand montre en fait que pour la cohérence, ce problème n'arrive pas, mais pour ça on a besoin d'un théorème. Donc l'esquisse de Hilbert ne suffisait pas comme ça. En fait, ce principe, c'est vraiment un principe de pureté des méthodes.
Donc c'est pour des théories comme ça, le calcul propositionnel est complet, en un certain sens. Donc on peut prendre l'idée de Hilbert, comme il avait pour montrer la cohérence d'une théorie, on peut l'appliquer à cette théorie-là. On a une preuve très simple de cohérence. En effet, si on regarde les substitutions closes de cette théorie, et de manière purement propositionnelle, le calcul est cohérent, clairement. Donc en fait, le calcul des prédicats ne va pas poser de problème pour la cohérence. Donc c'est un résultat spectaculaire et très aussi. Donc c'était ce qui était très important, c'était d'isoler donc cet énoncé-là, qui est donc une manière très générale de montrer la cohérence d'une théorie mathématique. Donc ce théorème aussi ne fait intervenir que des notions syntaxiques, donc ce qui est essentiel pour Herbron, est essentiel pour le programme de Hilbert, donc puisque le programme de Hilbert veut s'attaquer au problème du sens général, donc ces énoncés-là, pour cette théorie-là, les énoncés quantifiés, en général, n'ont pas une signification claire, donc c'est très important de se restreindre aux notions purement syntaxiques. Donc, notions syntaxiques sont les dérivations au calcul des prédicats et dérivations au calcul propositionnel. Donc, cet énoncé aussi est vraiment difficile. Donc, là, on doit vraiment faire la théorie de la démonstration sans utiliser l'aide directe de la signification des énoncés. Et donc, comme il a été dit dans le premier exposé, donc la preuve qu'Herbron en donne est fausse. Donc il y a une très bonne discussion qui est accessible à la page web de Peter Andrews sur la découverte de cette erreur dans la preuve d'Herbron. Donc là, je voulais juste donner un exemple du théorème fondamental d'Herbron et comment donc il peut être utilisé en démonstration automatique. Donc si je prends la théorie suivante, qui est purement universelle, donc il dit que j'ai une relation qui est transitive et réflexive, et qui dit que si je prends deux éléments, alors j'ai un majorant pour ces deux éléments-là. Donc c'est une théorie purement universelle. Si je rajoute l'axiome que trois éléments A, B, C n'ont pas de majorant, j'obtiens une théorie contradictoire, sémantiquement. En effet, parce qu'un modèle de cette théorie-là, c'est un ordre où deux éléments ont un majorant, donc trois éléments doivent aussi avoir un majorant. Donc ça c'est l'argument sémantique. Donc d'après le théorème de Herbron, si je ne considère que les substitutions closes de ces axiomes, je dois avoir une contradiction. Donc effectivement, donc c'est très simple de donner une contradiction purement propositionnelle à partir des donc substitutions closes à partir de ces axiomes. Donc je vais commencer par instancier sur A et B, puis ensuite instancier sur F, A, B et C, et j'obtiendrai une contradiction à partir des axiomes. Donc c'est de cette manière-là qu'on utilise le théorème de Herbron en démonstration automatique, donc, présentation très naïve. Donc aussi le théorème fondamental, la preuve de Herbron est fausse, et c'est intéressant donc de voir un exemple assez simple qui illustre le problème avec la preuve de Herbron. Donc, si on suit la preuve de l'argument de Herbron, il y a en fait très peu de différence entre la preuve de contradiction, très peu de différence en taille entre la preuve de contradiction en calcul des prédicats et la preuve de contradiction en calcul propositionnel, purement propositionnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène d'explosion. La preuve en calcul propositionnel est en général beaucoup plus grande que la preuve en calcul des prédicats. Donc c'est ce qui est moral, puisque donc ceci correspond au fait que l'utilisation des lemmes en mathématiques donc, est essentielle. Et donc si on a un lemme sur un énoncé très compliqué, on s'attend qu'on va sauver beaucoup de temps pour faire la preuve. C'est ce qui se passe là. Donc là, c'est un exemple qui est extrait de travaux d'Herbron plus tard. Donc il y a un exemple où on prend la théorie en groupe A et C, et on rajoute simplement un symbole de prédicat n, et ces énoncés-là, donc 0 est dans n, et que n est clos par successeur. Et on rajoute
la fonction exponentielle, 2 puissance x, en donnant les axiomes de calcul, et le fait que plus est associatif. Donc ce qui se passe là, c'est que pour cette preuve, cette théorie qui n'a que des énoncés purement universels, on a une preuve très courte en calcul des prédicats de n de 2 puissance 7, ce calcul. Mais pour avoir une preuve courte de ceci, on doit utiliser un prédicat n' qui est quantifié. Donc on a passé par des lemmes intermédiaires qui utilisent un énoncé quantifié. Donc l'énoncé, c'est celui-là, c'est que n est clos par cette opération-là qui passe de y à y plus 2 puissance x. Donc si on a cette idée d'introduire ce prédicat-là, qui utilise un quantificateur, si on montre ces lemmes, on calcule des prédicats, on va avoir une preuve très courte de ceci. Mais toute preuve en calcul propositionnel du fait que 2 puissance 7 est dans n doit être longue, donc c'est intuitif, parce qu'on ne va pas pouvoir passer par cet intermédiaire. Donc la difficulté qu'il y a dans la preuve de Herbrandt est vraiment donc, liée à ce phénomène d'explosion, et un phénomène très intéressant qui est l'utilisation des lemmes intéressants en mathématiques. Un corollaire remarquable du théorème fondamental d'Herbrandt, c'est le théorème suivant. Donc, si je prends l'arithmétique qui est construit sur groupe A et groupe C, et si je montre dans cette théorie un énoncé existentiel, donc existe x psi de x, où psi est une formule sans quantificateur. Alors, un corollaire du théorème d'Herbrandt, c'est qu'on va pouvoir calculer à partir de cette preuve un témoin, t, tel que psi de t est probable. Donc c'était une des questions que j'avais posées au début de l'exposé. Donc est-ce qu'il y a des cas où on peut effectivement, à partir d'une preuve non effective d'un énoncé d'existence, est-ce qu'on peut extraire de cette preuve un témoin de manière effective? Donc ça, c'est un cas particulier. Et la preuve est très simple. Donc la preuve, c'est de remarquer que dans le calcul des prédicats, si j'ai une preuve, il existe x psi de x, c'est la même chose que de dire que si je rajoute cet axiome-là, qui est purement universel, alors j'ai une théorie contradictoire. Donc je peux utiliser, maintenant j'ai une théorie purement universelle, groupe A, groupe C, et cet axiome-là. Donc j'ai une contradiction. D'après le théorème fondamental d'Herbrandt, je vais avoir une contradiction en calcul propositionnel. Et le théorème d'Herbrandt est constructif, donc j'ai explicitement une contradiction en théorie propositionnelle. Et donc c'est une contradiction, j'ai rajouté toutes les substitutions non psi de 0, non psi de S de 0, etc. Donc c'est une contradiction explicite, c'est un objet fini, et si je regarde cette preuve en calcul propositionnel, je vais, à partir de cette preuve, je vais être capable de calculer un témoin t qui vérifie psi de t. Donc ce corollaire du théorème d'Herbrandt joue un rôle important dès les années 1930, et en particulier, donc, il est tout de suite utilisé par Church. Il va publier 2 notes sur le fait que le problème de décision est en général indécidable. Et en fait, dans cette note, donc, il va utiliser ce corollaire du théorème d'Herbrandt pour avoir un énoncé purement syntaxique du fait que le problème est indécidable. Donc pour le problème de la décision, on calcule des prédicats, donc il y a 2 formulations possibles. Il y a une formulation en théorie des modèles. Donc est-ce qu'on peut décider si un énoncé a un modèle ou pas? Et il y a une formulation qui est purement syntaxique. C'est est-ce qu'on peut trouver une preuve en calcul des prédicats de cet énoncé-là? Et donc Church insiste sur le fait que ces 2 énoncés ne sont pas équivalents donc, de manière finitiste. Donc, en effet, un énoncé a un sens de manière finitiste, celui qui ne parle que des dérivations, et l'autre énoncé n'a pas de sens clair. Donc Church met un point d'honneur à énoncer l'indécidabilité du calcul des prédicats de manière purement finitiste, et pour ça, donc, il utilise
ce corollaire du théorème d'Herbrand. Donc là, c'est aussi pour montrer que de manière intuitive, en fait, l'indécidabilité du calcul des prédicats est maintenant assez claire, puisque donc une manière simple de le voir, c'est que si on prend donc un nombre fini d'axiomes de groupe A et groupe C, et on forme cet énoncé-là, cas particulier du théorème de Fermat. Donc, il est très simple de voir que cet énoncé est prouvable à partir de cette théorie-là, si et seulement si. Donc, le théorème de Fermat est faux pour n égale 3. Donc, toute preuve, donc tout algorithme de décision pour le calcul des prédicats donnerait comme ça une manière automatique de construire des preuves pour le théorème de Fermat, ce qui paraît très peu raisonnable. Donc, on a le même exemple donc, aussi pour le problème de Riemann. Aussi, on peut construire un énoncé comme ça, qui est en calcul des prédicats, qui sera prouvable en calcul des prédicats, si et seulement si, donc l'hypothèse de Riemann est vraie. Donc, ce corollaire répond, comme je l'ai dit aussi, donc a été utilisé très tôt en théorie de la démonstration, et aussi, il suggère le principe heuristique général suivant, donc, qui est vérifié, mais qui reste un principe heuristique en général. Donc, si on montre de manière classique l'existence d'un objet concret qui vérifie une propriété décidable, alors on peut extraire de cette preuve un moyen de calculer cet objet. Donc, ceci reste formulé comme ça, donc c'est encore une hypothèse. Ce principe général est vrai, donc, a été vérifié en pratique, mais donc est montrable dans des cas particuliers donc, par le théorème d'Herbrand, mais il reste un principe heuristique. Et aussi, donc c'est très simple de voir, donc, si on reprend les exemples du début, ce principe n'est pas vérifié donc, pour les énoncés arithmétiques qui sont de la forme il existe x pour tout y phi de xy. Donc en général, pour des énoncés comme ça, on peut avoir une preuve classique, mais on n'aura aucun moyen de calculer l'objet x. Donc un exemple très simple, donc c'était l'exemple de Hilbert, du minimum d'une suite d'entiers. Donc cet énoncé-là qui dit que tout de suite G a un minimum est prouvable, mais de cette preuve, on ne pourra pas extraire un calcul de ce minimum. Donc ça, c'est une première application du papier d'Herbrand sur sa deuxième preuve de cohérence. Une deuxième application donc, indirecte, c'est par rapport à la question de qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Donc Herbrand présente son arithmétique comme un système ouvert. Donc les fonctions qu'il ajoute ici, il laisse volontairement, ce schéma de fonction, schéma de définition ouvert. Il dit qu'on peut ajouter à son arithmétique n'importe quelle fonction, n'importe quelle spécification de fonction qu'on peut prouver exister de manière intuitionniste. Et il remarque, donc, dans son papier, en fait, c'est essentiel d'avoir une présentation comme un système ouvert, parce qu'il est impossible de donner un moyen uniforme de décrire toutes les fonctions calculables. Donc ça, il le remarque dans son papier, et c'est un argument très simple de diagonalisation. Donc, en effet, donc, si j'avais un moyen d'énumérer toutes les fonctions calculables fn, donc je peux considérer la fonction donc, n donne fn de n plus 1. Cette fonction sera intuitivement calculable, mais elle diffère de toutes les fonctions de cette énumération. Donc ça c'est très très important. Et donc ce système doit être ouvert. Très bien. Et donc c'est comme ça, il a une discussion qui compare ce résultat au résultat donc, de Gödel. Donc Gödel venait de montrer donc, le théorème qu'il était impossible en arithmétique de montrer la non-contradiction de l'arithmétique. Comment ce résultat-là est-il cohérent avec le résultat d'Herbrand? Donc Herbrand discute les connexions et il dit on ne peut pas appliquer le résultat de Gödel à cette arithmétique-là, donc à ce système arithmétique, on a
seulement le groupe A et le groupe C, mais avec donc un moyen ouvert pour définir une fonction, parce que ce système-là n'est pas, justement, est ouvert, n'est pas fermé, donc on ne peut pas le décrire, la preuve de Gödel ne va pas s'appliquer. Et qu'est-ce qui se passe donc si on essaye de restreindre cette arithmétique, si on essaye de restreindre ces symboles de fonction à un nombre fini de fonctions? Là, la preuve de Gödel va s'appliquer, mais ce que le résultat d'Herbran montre, c'est une preuve de cohérence de cette arithmétique où on a rajouté de nouvelles fonctions. Et on doit rajouter de nouvelles fonctions d'après le théorème de Gödel. Donc à partir de là, Herbran va avoir une correspondance avec Gödel, là-dessus, précisément là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que ces réflexions, Gödel va réfléchir sur ce caractère ouvert des fonctions et cette manière aussi d'ajouter de nouvelles fonctions, et va mettre au point donc un moyen de définir en général une définition générale de la notion d'algorithme, ce qui est connu maintenant comme Gödel-Herbran ou Herbran-Gödel, moyen de définir les fonctions récursives. Mais donc si on analyse en fait maintenant, donc on vient retrouver la lettre que Herbran avait envoyée à Gödel, et on voit que cette lettre est en fait très proche de ce qu'il y a déjà dans le papier publié de Herbran, et que la définition, donc la fonction récursive, est vraiment due à Gödel. Et donc Herbran, dans cette approche-là, n'a pas vu ou n'a pas insisté sur le fait que le calcul de ces fonctions est complètement uniforme, indépendamment de la preuve de totalité de ces fonctions-là. Donc pour Herbran, c'était essentiel d'avoir une preuve intuitionniste de totalité de ces fonctions. Et donc ce que Gödel a ajouté, c'est le fait qu'en fait, on peut utiliser ces schémas de calcul sans avoir la preuve de totalité, on peut commencer à calculer. Et vraiment, la notion générale de fonction récursive est liée à cette idée-là, qui n'est pas dans Herbran. Très bien. Donc, je vais m'arrêter donc sur le point de vue constructif donc pour les travaux de Herbran. Donc, ce point de vue constructif, donc l'approche en théorie de la démonstration, il a joué un rôle crucial, au moins donc, sur 2 points. Donc, la première, c'est la formulation du théorème fondamental, donc qui n'est possible que parce qu'on voit l'énoncé usuel du théorème de complétude comme étant un énoncé non rigoureux. Donc on cherche vraiment un moyen purement syntaxique de traduire cet énoncé-là. Donc ça, c'est essentiel d'avoir un point de vue constructif pour ça. Et le deuxième, c'est donc dans la formulation de l'arithmétique comme système ouverte, avec cette observation cruciale que la notion de fonction calculable est une notion ouverte qui ne peut pas se décrire de manière exhaustive. Donc il a joué un rôle crucial dans la naissance de la notion de fonction récursive. Donc, pour Herbran, ce point de vue devait se limiter aux métamathématiques, mais il est vraiment donc essentiel dans la mise au point de ces 2 résultats. Donc pour des travaux donc, plus récents qui étaient après Herbran, donc il y a été beaucoup de travaux sur la définition de l'intuitionnisme. Donc là, les travaux remarquables de Gensen et Kolmogorov aussi, qui ont montré qu'il était possible de représenter de manière formelle qu'est-ce que c'était que la dérivation au calcul intuitionniste, et l'analyse de la logique classique, donc comme la logique intuitionniste plus tiers exclu. Pour les preuves de cohérence, donc il y a après donc le problème que se posait vraiment Hilbert, c'était la preuve de cohérence pour l'analyse. Et donc Herbran voulait vraiment étendre ses méthodes à l'analyse. Donc là, il y a eu des travaux, beaucoup de travaux en théorie de la démonstration sur ces questions. Donc là, la différence par rapport à l'arithmétique, c'est qu'on va quantifier sur des fonctions. Et donc la différence énorme par rapport à la situation arithmétique, c'est que maintenant, il va y avoir une grande différence entre la version intuitionniste, donc quantification intuitionniste sur les fonctions, et quantification classique sur les fonctions. Quelques résultats sur ces travaux de cohérence. Donc,
preuve de cohérence pour l'analyse avec l'axiome du choix dénombrable et l'axiome du choix dépendant. Donc quelques résultats là-dessus. Donc il y a eu le papier fondamental de Spector en 1961, analysé, et donc des résultats plus récents, donc un résultat de Krivine en 2003, et aussi donc Krivine a énoncé récemment une solution générale donc pour le ZF plus l'axiome du choix général. Donc c'est donc qui est une solution à comment comprendre de manière concrète, un essai de comprendre de manière concrète des preuves en mathématiques qui utilisent la théorie des ensembles et l'axiome du choix général. Donc je vais insister sur le fait que même le calcul des prédicats, donc en fait le premier exposé aussi terminé là-dessus, donc il y a encore des questions ouvertes très intéressantes sur le calcul des prédicats, et c'est un travail récent, donc il analyse la signification et tout le problème en fait qui est caché dans l'utilisation intuitive des quantificateurs en calcul des prédicats. Et donc l'exemple bien connu, c'est cette formule-là. Et donc qu'est-ce qui se passe si on regarde la signification des preuves de cette formule en calcul des prédicats. Et je voudrais m'arrêter ici. Merci pour votre attention.